pour un live FAQ Paye ta carrière. Comme d'habitude, tous les lundis soirs à 21h-ish, je réponds à vos questions que vous m'avez posées dans la boîte à questions du vendredi soir. Et aujourd'hui, donc, il y a 5 questions et j'en prends également en direct. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon lundi, que la reprise s'est bien passée. On est ensemble pour un live FAQ Paye ta carrière et je réponds aux questions qui m'ont été posées dans la story. Donc il y a 5 questions que je prends et puis je prends également des questions qui me sont posées en direct ici aussi et je vais en prendre aussi 5 en direct dans celles que vous me poserez là. Donc sans plus attendre, on va se lancer. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer du cœur, du love et puis c'est parti. Alors la première question que j'ai reçue, c'est comment vérifier que le solde de tout compte est juste? Alors ça, c'est une grosse question parce que vérifier un solde de tout compte, c'est complètement différent d'une personne à une autre. En fait, il n'y a pas de recette magique pour vérifier son solde de tout compte. La chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand vous avez votre solde de tout compte entre les mains, c'est de dire que sur mon solde de tout compte, on me solde tout ce qu'on me doit. Ça veut dire qu'on va me payer toutes les sommes qui restent entre moi et mon employeur. Et donc, sur le solde de tout compte, si j'avais des RTT, potentiellement, je devrais retrouver des RTT. Si il me restait des congés payés que j'avais qui n'ont pas été pris, il me reste des congés payés et il faut que je vérifie le calcul de ces congés payés. Si je suis partie au milieu du mois, j'ai une partie du salaire qui doit être payée et j'aurai une absence pour le reste du mois que j'ai pas fait. Et ainsi de suite. N'hésitez pas aussi à vous renseigner quand vous avez votre solde de tout compte sur les sommes qui sont pas forcément sur le bulletin de paye, mais qu'on vous doit. Par exemple, si vous avez de l'intéressement, de la participation, etc., ça passe pas forcément par votre bulletin de paye, mais par contre, faut que vous vous renseigniez pour savoir comment ça va se passer, c'est quoi l'organisme qui se chargera de verser cette prime de participation qui va être versée peut-être en décalé. Est-ce que c'est l'employeur? Est-ce qu'au contraire, ils ont un partenariat avec quelque chose comme Natixis et tout? Comme ça, vous oubliez pas et vous partez pas sans avoir eu vos sous. Donc voilà pour la question sur le solde de tout compte. Ça dépend réellement des éléments qui doivent vous être payés. Mais si vous faites un listing de ce que vous avez d'habitude sur une année qui vous est payé, est-ce que ça a été payé ou pas? Et après, il faut quand même se rapprocher de sa convention collective, son contrat, pour voir qu'est-ce qui se passe quand on part en cours de mois. Parce qu'il peut y avoir certaines primes. Si on n'est pas là à la date de versement de la prime, on n'y a pas droit du tout. Des fois, on y a droit au prorata du temps de présence. Donc tout ça, faut se renseigner et après faire les vérifications. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, c'est une question d'une abonnée qui me dit les personnes qui sont en école d'ingénieur ou école de commerce, est-ce qu'elles sont obligatoirement cadres? Alors, il n'y a pas d'obligation ou de lien de corrélation directe entre le statut cadre et le fait que tu aies fait des études d'ingénieur ou des études en école de commerce. En revanche, effectivement, la plupart du temps, les postes de cadre sont des postes où on va demander un niveau de qualification plus élevé. Et donc, dans les faits, on va retrouver que dans la plupart des entreprises, les personnes qui ont fait des études d'ingénieur ou des études en école de commerce et donc qui sortent avec des masters, etc. ou plus, vont être avec des postes de cadre. Mais c'est pas automatique, donc toujours bien vérifier sur son contrat de travail quel est le statut catégoriel qui vous a été appliqué, parce que c'est pas impossible qu'on vous mette en agent de maîtrise ou en technicien, etc. Donc bien vérifier ça. Et également, regardez aussi les règles de la convention collective, parce qu'en fait, c'est la convention collective qui va venir dire un petit peu c'est quoi les règles pour placer quelqu'un cadre, pas cadre, et de manière plus large, qui va définir la classification conventionnelle, donc tous les petits codes que vous pouvez avoir sur votre bulletin de paye, position, échelon, niveau, etc. Et donc, ils vont venir définir en fait une classification de laquelle vous dépendez et qui peut dépendre, oui, de vos qualifications, donc de vos diplômes, mais qui peut aussi dépendre de votre niveau d'expérience ou encore des missions que vous allez occuper dans l'entreprise, etc. Donc, voilà pour la deuxième question. La troisième question, c'est... Après 1 an dans la boîte, est-ce qu'il est malvenu de négocier son salaire? Donc, vous savez que j'adore les questions de négociation. Alors, pour moi, quand on pose ce genre de questions, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de durée pour négocier son salaire. Moi, j'ai accompagné des salariés pour négocier leur salaire
en cours de période d'essai. Il y en a, je les ai accompagnés en fin de période d'essai. Je les ai accompagnés à plusieurs étapes, en fait, de leur entrée dans l'entreprise. Ce qui va importer pour venir renégocier son salaire, c'est quel est le décalage entre le niveau de salaire que j'ai aujourd'hui et la valeur de mon profil, de ce que j'apporte à l'entreprise sur le marché du travail. Est-ce que si demain je postule ailleurs, ils sont prêts à me payer 5, 10, 20 cas de plus que ce que je touche aujourd'hui ou pas? Et dans tous les cas, de toute façon, une négociation de salaire au moins une fois par an, pour moi, c'est un grand minimum. On discute de la rémunération, on discute des missions, on discute des tâches. Et donc, non, pas du tout. C'est pas malvenu pour moi de négocier son salaire un an après être arrivé dans une entreprise. Par contre, effectivement, si vous êtes déjà extrêmement bien payé et qu'en plus vous avez fait des mauvaises performances et que l'employeur se demande est-ce que j'ai bien fait de le recruter, peut-être que ce sera malvenu de négocier. Mais c'est pas lié au nombre d'années, c'est lié en fait à ce qui s'est passé entre vous. Pour les questions que vous mettez dans le chat, je vais les reprendre, hein, donc n'hésitez pas à les mettre et je vais revoir. J'en sélectionnerai 5 les plus pertinentes pour en discuter. Donc ensuite, on a une 4e question. C'est le 13e mois doit-il être pris en compte pour vérifier l'atteinte du SMIC? Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est vérifier l'atteinte du SMIC, c'est qu'en France, eh bien, un salaire minimum, c'est le SMIC. Ça veut dire qu'un salarié, tous les mois, quand il reçoit sa paye, il n'a pas le droit d'être payé en dessous du salaire minimum qui est le SMIC. Ok, mais du coup, quels sont les éléments de salaire qu'on va prendre en compte pour vérifier si le salarié il est payé ou pas en dessous du SMIC? Vous savez bien que sur vos bulletins de salaire, vous avez des éléments qui sont vraiment votre salaire, qui viennent rémunérer le travail que vous êtes en train de faire dans l'entreprise. Mais il y a d'autres éléments, c'est pas du salaire. Même si vous dites c'est dans mon salaire, c'est pas du salaire. Par exemple, quand on vous rembourse du transport, eh ben c'est pas du salaire. Et donc pour vérifier est-ce que vous avez bien touché le SMIC ou pas, ce genre de sommes, on les met de côté et on va vérifier uniquement avec des éléments de salaire. Et donc, est-ce que le 13e mois, il doit être pris en compte? Oui, mais attention à la nuance, c'est-à-dire que le 13e mois ne sera pris en compte que le mois où il est versé. Donc, si on vous verse votre 13e mois sur le mois de novembre, eh bien, sur le mois de novembre, il va être pris en compte pour évaluer est-ce que oui ou non, vous avez atteint le SMIC. Par contre, sur le mois d'octobre, on va pas se dire « Ah, mais sur ce mois-ci, il n'a pas atteint le SMIC, mais à l'année, il dépasse le SMIC annuel, donc ça passe ». Non, ça passe pas. Tous les mois, on doit au moins recevoir le SMIC mensuel et pas le SMIC annuel. Ok? Et donc, enfin, on passe à la 5e question. Comment sait-on combien on cotise par mois à la retraite? J'ai trouvé que c'était une question intéressante parce qu'on ne s'y intéresse pas assez. Et du coup, pour moi, c'est une erreur d'attendre la retraite pour commencer à se dire est-ce que oui ou non j'ai assez cotisé? Est-ce que tout est bien remonté? Mais ça fera l'objet d'un post plus détaillé. On va foncer dans la réponse à la question. Donc, comment on sait combien on cotise par mois à la retraite? Déjà, il faut comprendre le système de retraite en France. Le système de retraite en France, ça marche pas comme dans certains pays, c'est pas un système de retraite par capitalisation. Ça veut dire que c'est pas moi qui suis en train de cotiser et toutes les cotisations qui sont prélevées sur mon bulletin de paye vont dans un espèce de compte au nom de AWA et ça va venir remplir un espèce de compte. Ça marche pas comme ça. En France, on a un système de retraite qui est dit par répartition. Ça veut dire que oui, je cotise à la retraite, mais l'argent qui est pris tout de suite sur mon bulletin, il sert à financer la retraite des personnes qui sont actuellement aujourd'hui à la retraite. Et ensuite, au moment où moi je vais partir à la retraite, il va y avoir 2 systèmes qui vont me payer de l'argent. Il y a d'abord la sécurité sociale, donc ça c'est la retraite sécurité sociale. Ça correspond aux cotisations vieillesse que vous avez sur vos bulletins de salaire, mais c'est pas exactement le montant de ces cotisations-là. La sécurité sociale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder le nombre de trimestres que vous avez travaillé sur toute votre carrière. Et il faut déjà que vous ayez atteint le bon nombre de trimestres. Je pense que vous avez vu passer l'actualité, etc. Et par rapport à ce nombre de trimestres, elle va prendre aussi un salaire de référence. Et ce salaire de référence, il va être calculé par rapport à la moyenne des salaires que vous avez touchés sur vos 25 meilleures années tout au long de votre carrière. Ça, c'est pour le secteur privé. Pour le public, je maîtrise un peu moins bien, mais je crois que c'est les 6 derniers mois de la carrière, il me semble. Mais en tout cas, c'est un peu ce système-là. Ça vous fait une partie de votre pension de retraite. L'autre partie de votre pension de retraite, c'est l'Agirc-Arrco qui vous la verse. Et donc ça, c'est la retraite qu'on appelle la retraite complémentaire. Et cette retraite complémentaire,
elle est calculée un peu plus proche par rapport, on va dire, aux cotisations de vos bulletins, mais les cotisations que vous êtes en train de cotiser actuellement, ça va venir vous faire des points. Donc un certain nombre de points. Donc chaque année, chaque mois, vous allez cumuler un certain nombre de points. Sauf que la valeur de ces points-là, c'est l'État qui va la déterminer et c'est au moment où vous allez liquider votre retraite que le point aura une certaine valeur et on va multiplier tous les points que vous avez cumulés pendant toute votre carrière pour calculer avec combien vous avez au titre de votre retraite complémentaire. Donc ces deux-là, ça constitue au total votre pension de retraite quand vous serez à la retraite. Et pour certains, les cadres sup ou certains employeurs qui négocient des retraites même supplémentaires, là, on va être dans ce système où là, vous cotisez des montants qui vont dans des PER souvent. Et là, effectivement, faut voir quelles sont les conditions, combien vous cotisez, combien votre employeur il cotise pour vous, c'est quoi les conditions éventuelles de déblocage anticipé si vous pouvez en avoir. Et ça, c'est ce système-là où vous pouvez regarder. Et ça, c'est tous les systèmes que vous avez de manière, on va dire, générale sur un bulletin de paye en France. Voilà, donc là, j'ai terminé avec les 5 questions qui étaient en story. Je vais remonter sur le feed, mais je vais d'abord prendre les questions qui sont dans la boîte à questions. Voilà. Alors, il y a Juliette qui nous dit « Si nos missions évoluent, ma responsable devient directrice, je reprends ces sujets, comment on négocie ?» Alors c'est une question intéressante parce que du coup ça arrive. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas uniquement le salaire qu'on va négocier dans ce cas-là, c'est vraiment négocier une promotion, un changement d'intitulé de poste, négocier une classification conventionnelle. Et comme vous allez renégocier vos missions dans l'entreprise et le fait que vous avez un nouveau poste, vous allez être basé sur la valeur marché de ce nouveau poste. Et donc à ce moment-là, c'est naturel qu'on vous aligne et que vous ayez des prétentions salariales qui soient plus en accord avec votre nouveau poste. Donc, c'est vraiment la stratégie de base qu'il va falloir avoir pour négocier son salaire et améliorer ça. Mais pas chercher à dire juste « j'ai beaucoup plus de missions, beaucoup plus de travail » et rester à votre intitulé de poste actuel, pas prendre l'opportunité d'aller chercher ce poste-là et juste négocier le salaire. Je pense que c'est une erreur tactique à faire. Même si vous avez une augmentation, vaut mieux quand même aller chercher directement la promotion. Comme ça, même pour les prochaines négociations, ce sera aussi plus facile. Oui, Clarisse qui dit on change d'échelon, donc plus de monnaie. Exactement. Après, il faut faire attention parce que des fois, les grilles de salaire et l'argent ou le salaire minimum qui est prévu par la grille, il est pas, et vous êtes déjà au-dessus même avant même d'avoir vu votre promotion, donc faut pas hésiter à les négocier. Donc j'ai plus de questions dans la boîte à questions. Vous avez tout posé dans le chat, j'ai l'impression. Je vais regarder, je vais remonter sur le chat. Alors Jamal, tu as posé une question sur les charges de copropriété, je n'y connais absolument rien. Donc voilà, merci Clarisse de répéter les consignes. Il y a Ada qui nous dit « J'ai un nouveau big boss, j'ai une maîtrise AES, mon nouveau boss souhaite que je prenne des nouvelles tâches. C'est une opportunité pour négocier mon salaire, non ?» Alors, vous savez qu'avec moi, tout est opportunité pour négocier son salaire. Donc oui, bien sûr, si on vous donne des nouvelles missions, des nouvelles tâches, n'hésitez pas à négocier votre salaire en conséquence. Après, la référence, ça reste toujours la valeur marché. Des fois, vous allez avoir des nouvelles missions qui vont enrichir votre profil, mais c'est de manière transverse et ça justifie pas forcément d'augmentation de salaire, surtout si la charge de travail est complètement normale. Donc, faut pas hésiter à regarder les valeurs du marché et faire votre recherche. L'employeur a-t-il le droit de supprimer le télétravail si ça a été convenu oralement? Écoutez, pour moi, dans le monde du travail, l'oral n'existe pas. Si on vous dit que ça a été convenu oralement, est-ce que si vous le traînez en justice, il continuera à dire oui, je l'ai dit oralement que elle avait le droit et je l'ai supprimé, ou est-ce qu'il va dire non, je lui ai jamais dit? Donc je sais pas. Théoriquement non. Il est censé tenir sa parole, mais si t'es pas en capacité de le prouver, ça va être quand même très compliqué pour le faire revenir en arrière. Après, voilà, s'il n'y a rien de signé, c'est pour ça vraiment, si vous voulez du télétravail, si vous négociez des choses, pensez à avoir des traces écrites, à l'intégrer via un avenant au contrat de travail pour le sécuriser. Mais Sophia, n'hésite pas, s'il y a peut-être beaucoup d'éléments de preuve qui montrent que le télétravail était généralisé, mais si c'est pas un élément contractuel, a priori, il a le droit de dire pour l'instant vous avez droit au télétravail et puis finalement changer les règles du jeu dans l'entreprise. Je vois pas vraiment de grosses contraintes pour l'employeur là-dessus. C'est lui qui a le pouvoir de direction sur ce genre de sujet, du moment que ça fait pas partie de ton contrat de travail. Gare, alors vous croyez que je maîtrise tout, vous Tu as des idées pour rédiger un mémoire, s'il te plaît? Non.
Je sais pas du tout. J'ai aucun tips à vous donner, mais je te recommande le compte de Mathilde Miss Ablavi. Et elle est en train de faire un doctorat. Moi, elle m'a aidée parce que j'ai passé un master cette année. Et du coup, en plus, je suis en soutenance le 24, donc ayez une petite... non, le 25, je suis en soutenance, donc ayez une petite pensée pour moi. Donc, elle m'a beaucoup aidée et elle a corrigé mon mémoire, donc je te la recommande si tu as des questions à ce sujet-là. Je crois que j'en vois plus dans le chat et je vais prendre la dernière question. Il y a Nana Storessi qui dit comment négocier le retrait d'une clause de non-concurrence à sa démission. Écoute, je pense que en général, un employeur, il va mettre une clause de non-concurrence pour éviter que vous lui piquiez des clients, que vous mettiez en danger son business. Donc, si on veut négocier le retrait de cette clause de non-concurrence alors qu'on démissionne, il faut déjà aller discuter avec l'employeur et le rassurer sur ça, peut-être être assez transparent sur quelle est l'activité que tu vas exercer après, où est-ce que tu vas travailler et comme quoi t'es pas en danger. Après, il faut savoir que dans beaucoup d'entreprises, en tout cas à ma connaissance et de mon expérience, ils mettent beaucoup de clauses de non-concurrence, mais par contre, ils les utilisent pas en fait au moment où la personne part et c'est vraiment au cas par cas. En fait, ils se laissent la sécurité de laisser la clause de non-concurrence s'ils voient qu'il y a un risque pour eux, mais le plus souvent, elle est dénoncée en fait dans les quelques jours qui suivent, dans le délai qu'ils ont pour dénoncer la clause de non-concurrence et finalement, ils la lèvent automatiquement dès que vous partez. Donc, n'hésite pas à te renseigner auprès des personnes qui sont parties avant toi dans l'entreprise si on leur a laissé la clause de non-concurrence, qu'ils ont bien eu l'indemnité, etc. Et sinon, il faut que tu arrives à les rassurer sur le fait que t'es pas un danger entre guillemets pour eux et peut-être que tu arriveras à lever la clause de non-concurrence. Hésite pas non plus, si ça marche pas, à te rapprocher aussi d'un avocat pour voir si la clause de non-concurrence elle est réellement valable, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui abusent un petit peu dans les termes de leur clause de non-concurrence. Donc s'il y a un vice ou quelque chose dans la clause, tu pourrais faire en sorte qu'elle soit pas applicable. Et donc ça peut être une stratégie si effectivement ils n'ont pas bien respecté les conditions de la clause de non-concurrence. Voilou. Alors il reste 2 questions, je les prends après, c'est vraiment fini. Alors, pour le télétravail, ça ne devient pas un usage. Alors, ça peut devenir un usage, mais un usage, ça peut être tout à fait dénoncé. En fait, il y a une procédure. L'employeur, il va dire, à partir de telle date, cet usage, je le dénonce, j'en veux plus. Il doit respecter un certain délai de prévenance. Mais après, l'usage, il saute. Donc, c'est pas la même chose que quelque chose qui est écrit dans votre contrat de travail. Quand c'est écrit dans votre contrat de travail, si vous acceptez pas de signer un nouvel avenant au contrat de travail, l'employeur n'a vraiment absolument aucun choix pour vous interdire le télétravail, etc. Alors qu'un usage, ça peut se dénoncer et en respectant les procédures, c'est plus applicable. Et donc la dernière question, donc de Get Mamat qui me dit tu peux nous détailler un peu le net social. J'ai prévu une vidéo sur le net social parce que du coup j'ai fait un post sur comment on calcule le net social et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu pas mal de mal à retrouver leur petit sur leur bulletin, donc j'ai prévu de faire vraiment un réel avec un bulletin. Alors je sais pas comment je vais réussir à le faire, je suis en train de réfléchir encore parce que les bulletins c'est écrit tout petit et les reels c'est un peu petit, mais en tout cas avec quelque chose que je peux schématiser pour vous montrer et vous faire la vidéo. Donc là je pourrais te détailler plus Mahamat le net social. Voilà pour ce point FAQ. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas. De toute façon, on se retrouve vendredi en story et vous pourrez me poser de nouveau vos questions. Et on se retrouve du coup lundi en live, en direct. Je suis super contente que vous étiez nombreux aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve sur le feed. Ciao.